l'a dit, je m'appelle Émilie, j'ai 46 ans, je suis française et durant 20 ans, effectivement, j'ai été journaliste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai débuté ma carrière très jeune, à l'âge de 20 ans, et j'ai eu une carrière qui a été assez fulgurante d'un coup, puisque j'ai eu l'opportunité très rapidement de travailler pour les 3 plus grandes chaînes de télévision françaises. Donc, ben voilà, j'avais mon métier, je gagnais bien ma vie. Pour moi, tout était bien, tout était beau, tout était parfait. Et Mhm. puis, l'année de mes 24 ans, je suis partie une semaine ici, dans le sud de la France, pour une semaine de vacances. Et il s'est avéré que durant cette semaine, j'ai eu un accident de moto qui a failli me coûter la vie. Un très grave accident puisque j'ai été immobilisée pendant 1 an et demi entre l'hospitalisation et la rééducation. Donc en fait, ça a tout fait basculer ma vie du jour au lendemain. Et il a fallu apprendre à vivre différemment. Mhm. D'accord, alors je vais traduire maintenant tout ce que tu viens de dire parce que le live d'aujourd'hui, ben, ça va être bilingue, ça va être en français et en arabe. Donc, إيميلي كانت تحكي لنا تويكا كيفاش دخلت في الجورناليزم في الصحافة بكري وهي عمرها 20 سنة وفي سابقات بلاصة باهية برشا معناتها وخدمت افيك ثلاثة قنوات معروفة في فرنسا و4 سنين قاعدة تخدم بالكدا وفرحانة بخدمتها وبشبابها وعاملة جو حتى في عام قلت لي عمرها 24 سنة عملت حادث والحادث هذايا خلاها عام ونص معناتها في المستشفى معناتها عام ونص ما تعمل في لي سوان وتعمل معناتها تداوى باش ترجع كيما العاده دونك اي لا سويت ايميلي. Alors la suite, bien évidemment que lorsque je me suis réveillée sous une voiture sans plus sentir aucune partie de mon corps, ma première réaction a été super, je suis vivante. La seconde a été bon, c'est peut-être un peu moins super parce que vu que je sens plus mon corps, peut-être que je suis tétraplégique, paraplégique. Et donc bah, j'ai été hospitalisée et puis de là a découlé toute la suite, la rééducation. Et par chance, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes et tout s'est rétabli. Mais toute la vie a basculé à ce moment-là. Donc en fait, quelles que soient les épreuves que l'on vit, parce que nous vivons tous des épreuves difficiles, on a l'impression en premier lieu que plus rien n'a de sens, que tout s'est écroulé. Et après, on a toujours un choix à faire. Soit celui de se laisser aller, de se laisser complètement abattre, de s'effondrer, de se plaindre, de se positionner en tant que victime, d'être en colère, d'être triste, d'en vouloir à la terre entière, de se dire c'est pas juste. Ou bien on a le choix de garder l'espoir, l'amour et la force pour remettre les choses en perspective, rebondir, retrouver le mouvement de la vie et puis devenir une meilleure personne. Mais ça prend du temps, évidemment, c'est pas dès le lendemain du traumatisme quel qu'il soit que tu fais ce choix-là. Donc c'est le long du parcours. Et ben, j'ai fait le choix de rebondir. Voilà. Je vais te laisser traduire peut-être. اوكي وي. ايميلي بعد الحادث هذا لقات روحها تحت كهرباء ولقات روحها من الاول فرحت خاطر حست روحها ما ماتتش مي بعد فرحت اقل خاطر حست روحها ما تحركش دونك قعدت مده ما تحركش وداوات وعالجت ومن وقتك حياتها كلها تقلبت كومبليتمون. اول حاجه معناتها حست اللي العالم نتاعها كله انهار حياتها الكل تبدلت قلبت وهذا مش سهل بيان سور. وبعد ثاني حاجه ولات حست اللي هي عندها الاختيار يا اما باش تقعد في الحزن وفي الغضب علاش انا علاش اللي صار لي هكايا علاش
نعيش في التجربه هذيا، علاش في العلاش، دونك نقعد تصل علاش، والا تختار طريق اخر اللي هو يكون عندها الامل باش تحسن حياتها، باش تعيش حياه اخرى افضل، وتكون الفرصه هذيا انها تبدل حاجات في حياتها. La suite. Alors, la suite, bien évidemment, quand tu as un temps de pause comme ça qui t'est imposé, qui est forcé, tu as le temps de réfléchir, de te reconnecter à toi, de faire le tri entre ce qui te semble essentiel, ce qui te semble superflu. Parce que bien évidemment, quand tu frôles la mort, ta vision des choses, elle est totalement différente. Ce qui avait du sens avant n'a plus le même sens. Donc j'ai fait le choix, à ce moment-là, de ne pas retourner à ma vie d'avant. Parce que je me suis rendu compte que ma vie d'avant, bah oui, c'était super, j'avais un super job, oui, super, je gagnais super bien ma vie, mais est-ce que réellement j'étais heureuse? Est-ce que c'était vraiment ça la vraie vie? Est-ce que c'était ce monde de paillettes, de gens, de célébrités que je pouvais côtoyer de près, de loin? Non, ça ne me disait plus rien. Donc j'ai fait le choix de rester là où j'avais eu mon accident. C'est-à-dire dans un lieu où je ne connaissais qu'une seule et unique personne, à savoir l'ami avec lequel j'avais eu mon accident et qui, lui, était dans le coma. Et j'ai fait le choix de rester là d'une part, parce que je n'avais pas du tout envie de me sauver, de le laisser choir là, on a vu l'accident ensemble. Et d'autre part, parce que je n'avais pas du tout envie de reprendre ma vie d'avant. Je te laisse traduire. Oui, d'accord. Je suis dans l'émotion. Alors, moi, je vois aussi, je vois défiler des messages. On a de la Suisse, Najwa, bonsoir. Brigitte de la Suisse, bonsoir, Brigitte. On a aussi de Vienne, Karima, super. De Qatar, Kalthoum, c'est génial. Aujourd'hui, on a plein de nationalités, plein de pays en tout cas. À l'écoute, connecté, c'est génial. C'est l'avantage d'Internet. Voilà. Alors, moi, j'étais dans l'émotion. Maintenant, je reprends un peu. J'étais totalement à l'écoute. Voilà. Alors, donc, Émilie disait, je prenais note en même temps pour ne pas me perdre dans l'émotion. Donc, Émilie disait que, voilà, des fois, quand on vit je suis en train de reprendre en français. Sympa, ça. Je suis pas Je peux pas t'aider pour la traduction. Je sais dire que shukran zbalarir, shukran zbalarir, hemshi, c'est tout ce que je sais dire. Hein. D'accord, on va t'apprendre d'autres mots. Hein, on va t'apprendre d'autres mots. Oui. Donc, alors je disais que, encore une fois en français. Alors, quand on coule alors إيميلي كانت تحكي لنا كيفاش وقت اللي حست روحها هي مجبورة باش ترتاح. هذا معناتها الراحة نتاعها كانت مجبورة، ماهيش حاجة اختيارية. عام ونص مهم شوية، ولات خمت في المعنى نتاع حياتها، وخمت في حياتها هذيك اللي هي معناتها تناسبها ولا لا، حياتها هذيك هي اللي تجيب لها السعاده ولا لا، رغم اللي كانت مترفه معناتها وكانت تعيش في البذخ وتعيش مع ناس وفي خدمتها تقابل في ناس معروفين وفي ناس نتاع الشوبيز وناس معناتها معروفين ومعناتها وتحت الاضواء ومشهورين. دونك لو فات اللي قعدت هي في العام ونص معناتها في السبيطار كمان خلاتها تخمم في المعنى نتاع حياتها، واختارت بعد ما خرجت اختارت انها تبدل حياتها كومبليتمون، تبدل حياتها واختارت تاكد هي اللي هي اختارت معناتها اللي اختارت باش تقعد في البلاصه اللي هي عملت فيها اكسيدون، خاطر البلاصه اللي عملت فيها الحادث مش البلاصه اللي تسكن فيها. وعملت حادث مع صديق ليها، وصديقها قعد في الكوما في غيبوبه وما حبش تمشي، وقعدت غاديكا في البلاد هذيك اللي هي ما تعرف فيها كان شخص واحد معناتها. تصور وانت معناتها عملت حادث في البلاد قعدت غاديكا كان ينجم حد اخر يهرب معناتها ما يقعدش فيها، ما هي لا اختارت باش تقعد في البلاد اللي عملت فيها الحادث. وانا متشوقه على الاخر باش نعرف لا سويت. دونك moi j'ai dit que je suis vraiment impatiente d'écouter la suite, voilà. Alors la suite, alors du coup c'était pas facile, c'était doublement difficile parce qu'en fait ma famille, c'est pas qu'ils m'ont pas soutenue, enfin oui et non, enfin pas vraiment du tout même,
parce que mes parents, ils étaient vraiment très, très fâchés. Ils étaient très fâchés et eux, ils s'étaient imaginés que j'allais revenir à Paris, que j'allais reprendre ma vie d'avant et puis que hop, ça allait être reparti. Et puis en fait, pas du tout, quoi. Donc, de ce fait, ça a créé un petit peu aussi des discordes, des frictions, une non-compréhension de la part de mes parents, parce que j'étais quand même relativement jeune, j'avais 24 ans, je vivais encore chez ma maman à l'époque, malgré que je gagnais bien ma vie, j'étais encore dans le nid, le cocon avec maman. Et, et du coup, après ma rééducation, donc tout ça, au bout d'un an et demi, alors évidemment, ne reprenant pas mon poste à Paris, j'avais plus de travail, j'avais plus de revenus, etc. Donc, je me suis mis à faire des petits boulots. Et alors, mon premier petit boulot a été, alors ça, j'étais très fière parce que initialement, j'avais quand même quelques séquelles, tu vois. Si j'avais du mal à porter une théière en fonte, j'avais des douleurs, etc. Et mon premier petit boulot, je suis allée faire la cueillette des cerises. D'accord. Alors, et là, en fait, j'ai rencontré Olivier qui allait devenir mon meilleur ami et le papa de mes petites filleules. Et puis, cette cueillette des cerises, ce contact à la nature, ça a été fort bénéfique parce que si tu veux, ça a continué dans le processus d'introspection parce que j'étais là avec mon seau, mes cerises, toute seule. Alors évidemment, il y avait une cohorte autour de nous, mais voilà, c'est une connexion à la nature que je n'avais jamais connue, en fait. Et puis après, j'ai fait des petits jobs, tout ça. J'ai vendu du pain. J'ai trouvé un boulot dans un musée comme directrice de communication. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mari. Alors, ce qui est très drôle, c'est que de mon enfance jusqu'à mon adolescence, j'avais un amoureux imaginaire à qui je parlais le soir sous ma couverture, sous ma couette. Et cet amoureux imaginaire, il s'appelait Andrea. Et je lui disais, mais un jour, on se rencontrera, on se trouvera, etc. Et puis, il s'avère que j'ai rencontré mon mari et quand on s'est vu, je l'ai dit après, bien évidemment, pas le jour même, c'était une évidence. Et mon mari ne s'appelle pas Andrea, mais il s'appelle André. D'accord. Voilà pour la petite anecdote. Donc, nous sommes mariés. Et puis ensuite, un jour, ma grand-mère m'a dit, tu sais, c'est devenu une véritable mauviette. Alors, une mauviette, je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est une poule mouillée. Moi, j'étais contente de ma vie toute simple, parce qu'en fait, j'étais ravie, j'avais une vie simple, je gagnais évidemment beaucoup moins d'argent qu'avant, mais j'étais heureuse. Alors qu'on me traite de mauviette, alors que je m'en étais sortie de mon accident, que je demandais de l'aide de personne, je trouvais ça un peu dur. Alors elle me dit oui, parce que ton travail, c'est d'aider les gens. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit bon, ok, très bien. Mais j'ai pas pu en savoir plus parce que figure-toi que du haut de ses 100 ans, évidemment, elle n'allait pas être éternelle. 2 jours plus tard, elle est décédée, elle s'est endormie, elle ne s'est jamais réveillée. Alors, là, je me suis dit, je suis très contrariée d'avoir été traitée de mauviette. Et j'ai dit à mon mari, ok, très bien, on va quitter notre montagne, on va quitter les cerises, etc. Et je vais reprendre. Ah oui, parce que en fait, si tu veux, pourquoi je pensais pas reprendre un jour mon travail de journaliste, parce que vu que j'avais un énorme traumatisme crânien, pendant de longs et de très longs mois, je n'avais plus de mémoire, je ne pouvais plus rien mémoriser. C'est-à-dire que je regardais un film, à la fin du film, je ne savais plus de quoi ça parlait, je ne pouvais plus lire. Donc, si tu veux, j'avais abandonné l'idée un jour de redevenir journaliste. Et puis finalement, j'ai dit à mon mari, écoute, on va descendre proche d'une ville, un peu plus bas, dans le sud, enfin, un peu plus bas à 80 km de là où nous vivions auparavant. Et puis, je vais essayer de renouer avec mon travail.
Alors, j'ai commencé à créer un blog, à faire des photos. Une de mes passions, c'est la photographie, en plus de l'écriture. Et puis, dans les 2-3 mois qu'on suivi, un heureux hasard, bon, hasard, je sais très bien que le hasard n'existe pas, un rendez-vous, un appel tombé du ciel. Il s'avérait que la presse régionale du coin recherchait une journaliste. Alors, je vais t'arrêter parce que là, ça fait trop de traductions en même temps. Ah oui, pardon. Du coup, j'avais oublié les Oui, traductions. oui, moi aussi. Du coup, moi, je suis totalement dans l'histoire et j'oublie. Mais après, quand je me suis rendu compte, j'ai pas pu t'interrompre. Allez. Donc, alors, je vais commencer par l'épisode où tes parents étaient fâchés du fait que tu as décidé de rester là-bas. Voilà. Alors, donc باش نرجعوا نترجم شويه اش قالت دونك ايميلي. قالت اللي والديها معناتها ما فهمهمش فرحانين بالقرار نتاعها اللي خذته، واللي هي قررت باش تقعد دونك في البلاصه اللي هي عملت فيها الحادث، وما حابش ترجع لباريس اللي هي وين كانت تقرا وين كانت تسكن وين والديها قاعدين، وما فهموش علاش ما رجعتش لبلادها. وقررت باش تبدا باش تكون معناتها حره نفسها، تعمل خدمات صغيرات، خرجت معناتها من الصحافه وبدات تعمل في حاجات صغار اللي هما كيما كانت تعمل تقص السغيز معناتها الحب ملوك، تمشي تجمع الحب ملوك باش تلقى ما تاكل معناتها. اما هي كانت الفرصه هذه باش تكون لها معناتها تابعه الخدمه اللي بداتها على روحها، واللي تلوش في ذاتها، واللي تلوش في معنى لحياتها، خاطر الكونتاكت مع الطبيعه كما تعرفوا يخلي الانسان يخمم بطريقه اخرى مختلفه. دونك شنو صار؟ قعدت هي مع الطبيعه ومع الحب الملوك وتجمع في الحب الملوك، وهنا تعرفت على صديق اللي هو ولا اعز صديق عندها اسمه اوليفييه، وقعدت تخدم معناتها وكملت هي معناتها تقص في الحبل الملوك هكاكا، وديما معناتها تلوج على المعنى لحياتها، وقعت روحها خير برشا ما اللي هي في العاصمه في باريس، وخير برشا ما اللي هي في الجوجمه نتاع باريس ومتاع الخدمه اللي فيها ضوضاء نجم نقولوا، اللي فيها برشا معناتها اضواء نجم نقولوا. وبعد ولات تبيع في الخبز، وبعد خدمت في متحف، وبعد تلقات هي عرفت رجلها الحاجه معناتها النكته نجم نقولوا، ولا الحكايه اللي ضحك في قصتها، اللي هي ملي هي صغيره كانت عندها صديق خيالي، معناتها كانت ديما تتخيل عندها شكون في حياتها معناتها حبيبها اللي هو اسمه أندريا، سميته أندريا، وتحكي معاه هو خيالي مش موجود معناتها. يا اخي راجلها اللي هي عرفته بعد هذا الكل اسمه أندري، دونك موش بعيد على أندريا فينالمون، وعرسوا، ودونك وقعدت تسكن معاه في جبل، ويجمعوا في الحبل ملوك، وعايشين شيخين مع حياة بسيطة معناتها. حتى نهار جدتها قالت لها انت جبانة، قالت تيتا، قالت انا معناتها منعت من الموت وخرجت منها وما طلبت فلوس من عند حتى حد، وقاعده نخدم معناتها وعايشه مرتاحه، كيفاش انا جبانه؟ قالت لها لا، خاطرك جبانه خاطرك انت خدمتك انك تعاون العباد، مش باش تقعد على روحك غاديكا في الجبل لوحدك. دونك وهكاك قررت هي وراجلها باش يهبطوا يقربوا للمدينه، معناتها قربوا اقرب مدينه ولاو يعيشوا فيها. وبويسكو ما تنجمش ترجع لخدمتها القديمه، خاطر قعدت مده ما عادش عندها ذاكره، معناتها ما تذكرش حتى كي تفرج في فيلم ما تنجمش تعاود تقول الحكايه شنو صار من الاول، ذاكرتها قصيره برشا. بدات رجعت عملت بلوج وتعمل فيه تصاور، خاطر مغرومه برشا بالتصاور، ودونك هكايا باش تدخل في خدمتها جديده. Donc, on t'écoute, Émilie, pour la suite et là, dans le nouveau job. Donc, nouveau job, je reprends mon job, mais à un niveau totalement différent. Donc, au niveau de la presse régionale, locale, avec de la presse écrite, et non plus de la presse audiovisuelle. Voilà. Et puis tout se passe bien, et puis je continue mon petit chemin, et je me dis effectivement, cette épreuve a été des plus initiatiques pour moi, et elle m'a délivré plusieurs messages.
m'ont mené à la résilience. Donc, la résilience, c'est accepter ce que l'on ne peut pas changer et changer ce que l'on peut. Et c'est créer en soi un espace pour apprivoiser nos émotions, prendre nos responsabilités et puis rebondir. Mais il y avait aussi le message donc, de lâcher prise, de vivre ce qui se présentait ici et maintenant. Donc, j'ai continué à cultiver, si tu veux, quand j'ai repris mon activité de journaliste ici. Je ne me suis plus du tout relancée complètement à fond. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de paillettes, il n'y avait pas. Voilà, j'allais faire mes reportages, je n'assistais jamais à un cocktail après, je faisais juste mon job et j'avais ma vie et continuais tranquillement à être simple avec mon mari, mes proches. Voilà. Donc, le message de lâcher prise, voilà, de vivre vraiment ce qui se présente ici et maintenant, juste l'instant présent. Le message de l'humilité aussi, celui de se rendre compte que la vie, elle est fragile, profondément fragile et qu'il faut en profiter à chaque instant qui nous est donné parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Le message d'espoir et d'amour parce que durant tout ce chemin, on peut avoir l'impression d'être seul, mais on n'est jamais seul. Il y a beaucoup de sympathie, de compassion, de gentillesse, d'aide spontanée et désintéressée. J'aurais jamais imaginé. Ils se sont créés tout autour de moi avec des nouveaux liens très forts et très profonds. Ouais. Le message de la prise de conscience, j'ai 6 messages. Au 6e, je m'arrête. Le message de la prise de conscience, que en fait, rien n'est insurmontable dans la vie. On peut apprendre à apprécier les choses avec un nouveau regard, et on a tous en nous cette force de pouvoir rebondir. Tous. Après, ça prend un peu plus de temps, selon les personnes, mais on a tous cette force en nous. Et puis le message de gratitude aussi, dire merci à la vie pour ce qui se présente et qu'on ne sait pas toujours apprécier quand il nous est rien arrivé en fait. On ne sait pas apprécier les choses à leur juste valeur. Ouais. Voilà. Super. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Rim, je crois que c'est pas la peine de traduire. Alors, فماشي شكون يحبني نكمل الترجمة خاطر apparemment ولات ثقيلة الحكاية. نحب نعرف كاين فما شكون يحب معناتها باش نترجم. S'il y a quelqu'un qui a besoin de la traduction, je vais continuer à traduire. Si personne ne se manifeste, je ne vais plus traduire parce que là, c'est mieux que de rebondir sur ce que tu dis en français. C'est mieux que de reprendre à chaque fois en arabe. Et je n'ai pas le temps d'interagir avec toi, justement. Donc, نعاود نقول كان فما شكون يحبني نترجم l'intervention تاع إيميلي يقول لي يبعث لي ميساج يحط لي ميساج يقول لي أي نحب فما شكون يترجم. Sinon, on va parler en français, on va interagir en français parce que là, j'ai plein de questions à te poser. Bon, alors, oui, on gagnera du temps, Afef. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Mais apparemment, bon, pour le moment, personne ne s'est manifesté. Donc, on y va. Alors, je vais juste récapituler, au fait. Donc, tu viens de dire que tu as, de cette expérience, tu as tiré plusieurs messages, plusieurs leçons de vie. Si j'ai bien compris, d'abord le lâcher prise, c'est-à-dire vivre l'instant l'ici et maintenant, vivre l'instant présent, profiter de la vie, profiter avec, voilà, de tout ce que la vie nous offre. La deuxième leçon, c'est que la vie est fragile, ça peut basculer à tout moment. Du coup, il faut en profiter de tout, de ses proches, des moments de la vie, des plaisirs de la vie. Troisième leçon, c'est qu'on a l'impression d'être seul, mais finalement, tu as reçu beaucoup d'amour, beaucoup de compassion de gens sans vraiment avoir un besoin de retour c'est des gens que tu connaissais pas. Pas du tout. Exactement, et c'est génial. Et là, tu as créé au contraire de nouveaux liens qui sont très très forts et que tu as gardés par la suite. La quatrième leçon, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire rien n'est insurmontable. Finalement, même si l'épreuve paraît difficile, on peut toujours la surmonter avec la volonté, avec l'espoir d'un jour meilleur. Tout peut se produire. Et puis à la fin, tu as parlé de gratitude pour ce qui se présente, parce que c'est vrai que des fois,
on s'oublie. Des fois, on est dans l'habitude, voilà, dans l'habitude de tout avoir, dans l'habitude de vivre des choses qui nous paraissent normales. C'est comme si c'était quelque chose d'acquis, mais au fait, on oublie que c'est vraiment des cadeaux de Dieu, des cadeaux de la nature, des cadeaux de l'univers qui nous sont offerts, et on oublie d'être dans la gratitude, et on se rend compte que quand on les perd, ben, on se rend compte qu'on peut, ben, justement, comme tu as dit tout à l'heure, que la vie est fragile et qu'on peut les perdre à tout moment. Donc, voilà, je pense que j'ai récapitulé un peu ce que tu as dit. Oui, tout à fait. Voilà, super. Alors, moi, j'ai une question à te poser, donc, Émilie. Euh, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette force de tout changer? C'est-à-dire, c'est pas facile de se retrouver du jour au lendemain, son travail, c'est-à-dire de changer c'est-à-dire trop de changements en même temps, je dirais. C'est-à-dire, déjà, le changement, ça fait peur. Normalement, c'est-à-dire, le changement, c'était quelque chose qui fait peur à tout le monde. Et là, tu as fait des changements, donc de carrière, de lieu d'habitation, de tout en même temps, en pleine conscience finalement. C'est vraiment des choix. C'est pas vraiment, c'est-à-dire, tu n'as pas vraiment subi. Non. Et c'est ça, je trouve que la force, elle est là. C'est-à-dire, on peut dire, oh, la pauvre, elle a perdu son job, vu les conditions. Mais non, tu as insisté sur le fait choix. Voilà, que c'était ton choix à toi. Et ça, c'est très fort. Qu'est-ce qui t'a permis de prendre ce choix-là? Qu'est-ce qui t'a donné cette force de choisir, de changer complètement ta vie professionnelle, de lieu d'habitation, etc. C'est le fait de me dire de suite que ce qui s'était passé, c'était pas le hasard. Il y avait un message que je devais en tirer, et c'était pas par hasard que ça m'est arrivé. Et que si ça m'est arrivé, si on m'avait coupé les ailes au milieu de mon envol, voilà, au niveau de ma carrière, c'est peut-être parce que c'était pas mon chemin. Ouais. Et j'ai pensé ça assez rapidement, et en fait, ça s'avère encore même vrai aujourd'hui. Enfin, encore même vrai aujourd'hui. Il y a une suite à tout ça, mais effectivement, c'était pas mon chemin, parce que je me suis rendu compte que j'étais 100 fois plus heureuse. J'étais pas du tout malheureuse, bien au contraire, mais c'était pas ma vie. Ouais. C'était pas. Personne me l'avait imposé, cette vie. Voilà, j'ai fait mes études de journalisme, je connaissais personne dans ce milieu, j'ai eu la chance immense, des portes sont ouvertes, je sais même pas par quel miracle, tu vois, je veux dire, je suis arrivée là, c'était super, mais non, c'était pas ma place. Je sentais au fond de moi que c'était pas. Il m'est arrivé tout ça, c'est parce que c'était pas ma place, que j'avais une leçon à en tirer, tu vois, que j'avais des choses à apprendre en chemin, et oui, j'ai appris tant de choses, et puis ça m'a fait grandir, et puis ça m'a fait apprendre la plénitude, la simplicité. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens que j'aurais jamais rencontrés. Si mon mari, je l'avais rencontré à Paris, je l'aurais même pas vu, tu vois. Ouais. On vient de deux milieux totalement différents, on n'a pas du tout été élevés de la même manière, je l'aurais même pas vu, je serais passée à côté d'un être sage, et sans le voir, je me serais même pas intéressée à lui. Ouais. Parce que voilà, j'étais dans ce monde superficiel, j'étais embarquée dedans, je me rendais pas compte que ça me correspondait pas. Enfin, tu vois, peut-être du fait que j'étais super jeune aussi, mais voilà, en fait. Oui, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi, parce que je pense que les épreuves de la vie, c'est un peu comme une baffe, je dirais. C'est un peu violent, mais une baffe de Dieu, de l'univers, que chacun considère cette force divine à ses manières. Mais je pense que les épreuves difficiles, plus l'épreuve est difficile, plus le message est fort, et pour nous dire que attention, tu t'es égaré de ton chemin, c'est pas ton chemin, reviens et cherche ton chemin, c'est pas ça. Donc c'est un peu comme, moi je le vois comme ça, tu vois. C'est tout à fait ça. C'est comme pour secouer quelqu'un, réveille-toi, non, c'est pas ta place, reprends ton chemin de vie, c'est là où tu seras mieux. Alors moi je pense que
il y a plein de gens qui viennent dans mon centre, qui demandent, qui sont dans une étape difficile de leur vie, et c'est vrai que c'est le déclic pour s'en sortir, la première étape pour s'en sortir, c'est vraiment d'être là dans cette conscience, c'est-à-dire de prendre conscience que c'est vrai, il n'y a pas de hasard, c'est que vraiment, si l'épreuve est là, c'est que on doit apprendre des choses, c'est que le message, faut chercher le message, et plus tu C'est cherches le ça, message, plus tu le perçois rapidement, plus l'épreuve devient plus légère à gérer et ça passe. tout à fait, tout Ouais. à fait, oui. Ouais, ouais, ouais. Et j'en ai eu la preuve. Alors, comme je disais tout à l'heure, je rebondis sur ce que ma grand-mère m'avait dit, son message, tu sais, Mhm. c'est devenu une mauviette, retourner aider les gens, mais se aider les gens, bah, moi, vu que j'avais aidé les gens, oui, en tant que journaliste, j'avais aidé les gens, tu vois, d'une certaine manière. Ouais. Mais bon, donc ça ne me parlait pas plus que ça, donc je pensais qu'elle voulait dire ça. Et puis, il s'avère que l'été 2018, donc il y a bientôt 3 ans maintenant, j'ai eu de nouveau une terrible épreuve. Une terrible. Elle est tout aussi violente, voire même pire Mhm. que, que la première, parce que Olivier, mon meilleur ami, que j'avais rencontré en chemin, est décédé. Il est décédé d'une manière barbare. C'est-à-dire qu'Olivier était parti porter secours dans la rue à une personne handicapée qui se faisait taper dessus. Et Olivier a reçu tous les mauvais coups de la part de 3 jeunes gens et il est décédé. Mm. Donc ça a été terriblement violent. Ça a été comme si on m'avait coupé en deux. C'était vraiment, on était les deux doigts de la main. On se comprenait même sans se parler. C'était. Mais 3 jours avant son décès, Olivier m'avait téléphoné, m'avait dit j'ai quelques petites choses à te dire. Écoute-moi bien, avec un ton très sérieux. Un, change de job parce que ton boulot là, dans la pub de community manager, t'as pas ta place, c'est pas ta place. T'as bien autre chose à faire, de mieux à faire auprès des gens. Faut que t'aides les gens. La deuxième chose, il m'a dit, c'est mets-toi à la méditation. La troisième, reprends des cours de yoga. Et la quatrième, inscris-toi à un cours d'art plastique. J'ai trouvé ça très étrange parce que lui-même ne pratiquait aucune de ces disciplines. Soit. S'il n'était pas décédé, honnêtement, à part peut-être reprendre des cours de yoga, bon, je ne me serais pas inscrite à un cours d'art plastique, j'aurais peut-être pas fait de méditation, je ne sais pas. Toujours est-il que 3 jours plus tard, après m'avoir délivré cette feuille de route, si on peut dire, il est décédé. Et là, ça fait ni une ni deux dans ma tête. J'ai su de suite que s'il m'avait laissé ces 4 consignes, il fallait impérativement que je les mette en application de suite. Alors peut-être que si je n'avais pas eu mon accident 20 ans auparavant, etc., tu vois, j'aurais été noyée dans le chagrin. Évidemment, j'étais noyée dans le chagrin, c'était déchirant. Mais si tu veux, de suite, j'ai compris que s'il m'avait dit ça, c'est qu'il y avait quelque chose au bout. Je ne savais pas quoi. J'allais le découvrir en cours de route. Je ne savais pas quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dès le lendemain, je suis allée m'inscrire à un cours d'art plastique alors que je n'avais pas touché un stylo, enfin un feutre, ni un crayon de couleur, ni un pinceau depuis le collège. Je suis allée m'inscrire à un cours de yoga. J'avais arrêté le yoga depuis 15 ans et je me suis mise à la méditation. Alors, pour mon travail, c'était différent. Je, je commençais déjà à trouver que ce nouveau job que j'avais après mon poste de journaliste, que j'avais dû prendre après mon poste de journaliste, puisque la presse écrite était en déclin, j'avais dû, par la force des choses, arrêter mon travail de journaliste. Je savais que ça ne résonnait pas, mais voilà, je me disais, oh là là, surtout, je ne me vois pas encore pendant 20 ans dans ce job, mais j'avais, voilà, si tu veux, je n'étais pas encore passée, pas, j'y pensais, mais bon. Et puis le fait que je me mette à la méditation, que je me remette au yoga, que je découvre les arts plastiques.
eh bien, tout ça a fait que un nouveau chemin s'est ouvert, de nouvelles prises de conscience, une nouvelle reconnexion à moi, 20 ans et quelques plus tard, tu vois, presque 20 ans plus tard. Et en fait, je le remercie chaque jour de m'avoir livré cette feuille de route parce que ça m'a permis de traverser les tempêtes, puisque son décès a été suivi de plusieurs autres décès autour de moi. Et j'ai subi aussi 2 opérations durant ces 2 dernières années. Mais si tu veux, tout ça s'est passé sereinement. C'est comme s'il m'avait délivré cette feuille de route d'une part pour m'aider à traverser la tempête qui allait être environnante, hein, qui allait être bien présente, et puis d'autre part pour me donner les clés sur la prochaine étape de mon chemin. Et ce qui est très marrant ou étrange, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est ce même message, à peu près les mêmes mots que ma grand-mère, mais à 20 ans d'écart. Aider les autres. Donc en fait, entre les deux, j'ai rien compris. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris, le travail de résilience avait été fait, mais il y a toujours ce message, aider les autres. Et étonnamment, au fond de moi, depuis que je suis toute petite, quand j'étais petite, je voulais être médecin de l'âme. Oh. Puis je voulais être psychologue, puis mes parents, ils voulaient absolument pas parce qu'ils disaient, oh là là, mon Dieu, non, pas psychologue. Si tu deviens psychologue, tu vas tout décortiquer, nos faits, nos gestes, c'est ce que même quand on va manger, tu vas tout en train d'analyser. Donc voilà. Alors je dis pas que demain je vais devenir psychologue, loin de là. Hein. Je suis trop vieille maintenant pour me relancer dans tout un tas d'études. Mais bon, j'ai un projet, voilà, j'ai un projet, de, hein, comme tu le sais, diverses formations pour accompagner les gens, voilà, vers plus de sérénité et pour affronter les épreuves de la vie plus facilement. Voilà, mais ça, on en reparlera un jour. Ouais, bah, je t'inviterai une autre fois pour nous présenter un peu. Là, tu diras que tu as fait du chemin et que tu es dans l'accompagnement. Voilà, mais pour l'instant, bah, je suis toujours sur le chemin. Je suis toujours sur le chemin, mais cette fois-ci, cette épreuve, voilà, ça a été. J'ai pas le même âge, évidemment. J'ai plus 24. J'en avais 44. Donc, en fait, 20 ans d'écart, j'ai pu faire des choses que je n'avais pas. Prendre conscience de choses. Tu vois, la reconnexion à soi, l'enracinement, l'ancrage, toutes ces choses-là. J'étais peut-être trop jeune à l'époque, tu vois, pour avoir accès à ça. Voilà. Et puis, grâce à la méditation et au yoga, apprendre à laisser la place à nos émotions sans qu'elles prennent toute leur place. Comprendre qu'on ne peut pas contrôler nos émotions. On n'a pas de contrôle sur nos émotions. On a un contrôle sur nos actions, mais pas sur nos émotions. Il faut savoir les apprivoiser. Ça, je ne le savais pas, tu vois, il y a 20 ans en arrière, ce genre de choses. Ouais. Il y a une question qui est posée depuis tout à l'heure. Émilie, excuse-moi si je t'interromps. Alors, il y a Afef qui dit il faut avoir beaucoup de courage pour changer. Et parce que tout changement, c'est une énigme et ça nous fait peur. Donc, l'inconnu nous fait peur. Comment tu as surmonté cette peur de l'inconnu? Je ne me suis pas posé de questions, j'étais dans l'action en fait. Même si je ne pouvais pas trop bouger, que j'étais un peu en étoile de mer sur mon lit d'hôpital, je pouvais. Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. À ce moment-là, j'ai pas eu peur. Et là non plus, j'ai pas vraiment peur. Évidemment, j'ai des appréhensions, mais parce que je me dis, mais tu as 46 ans, tu as quand même un boulot confortable quelque part. Tu vois, j'ai la sécurité de l'emploi, surtout en cette époque et tout ce qu'on vit actuellement. Donc, je pourrais me dire, oh ben ça va, tu es salarié, tu as ton contrat durée indéterminée, qu'est-ce que tu vas faire? Pas de t'embarquer, à te lancer un de ces quatre en tant qu'indépendante, etc. Mais non, je n'ai pas peur. Je crois qu'en fait, si on a peur, c'est que c'est pas fait pour nous. Mais quand tu n'as pas peur, c'est que tu es sur le chemin. Enfin,
tout Ça, à si fait. je l'explique assez bien, mais Ouais, tu vois, si tu as une appréhension, c'est que c'est pas fait pour toi. Par contre, il faut écouter son cœur. En fait, c'est ça, c'est d'écouter son cœur. ouais. C'est de lâcher le mental, Mhm. lâcher le petit vélo qui tourne en permanence, parce que lui, Mm. il est super fort, hein, le mental. Là. Tout à La fait. peur, ça. C'est lâcher le mental. Mm. Et justement, la méditation, le yoga, ou même la sophrologie, Mm. tout ça, ça te permet de te recentrer. Et à partir du moment où tu te ressentes et où tu calmes ton mental, euh, bah, t'écoutes ton cœur. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Émilie, parce que avec yoga ou méditation ou sophrologie, l'objectif est le même finalement. C'est de Mm, se reconnecter avec son essence, son être, où en le effet, mental, il est déconnecté, il est mis de côté. On lui dit repose-toi, je vais me connecter à autre chose. c'est Et ça, là, il n'y a plus de peur, c'est il y a ça. rien. C'est le Non. calme absolu. Mm, Et c'est pour ça que quand on a peur de changer, euh, il faut se connecter à cette peur. Pourquoi on a cette peur? Donc, et on va c'est voir que ça, la peur, c'est quoi? C'est une émotion. Et l'émotion, c'est quoi? C'est un signal. Une c'est ça. émotion, on a tendance à dire que voilà, il y a une émotion positive, négative. La peur, c'est une émotion négative. Pas du tout. Les émotions n'ont pas de polarité. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Toutes les émotions sont bonnes à écouter. Donc, Mm, si tu as peur à faire du changement, écoute ta peur. Soit connecte-toi avec cette peur, pas avec ton mental, mais avec ton cœur. Il va c'est tout ça. te dire, il va te dire la vérité. Il va te dire Mm, pourquoi tu as peur et c'est quoi cette peur. Elle revient parce que mm, cette peur, c'est la peur généralement, ça vient d'où? Soit d'un danger réel de mort qui est très rare, vraiment très rare, et généralement, ça nous renvoie à des blessures de l'enfance, ça nous renvoie à des expériences passées. Et du coup, on n'a pas vraiment peur de la situation actuelle ou de ce changement-là, mais c'est comme si on touche une blessure qui est encore vive. Donc, et ça fait mal, ça fait mal. Et du coup, il faut se connecter avec cette peur et là, pour le faire, il faut faire quelque chose comme le yoga, la méditation, la sophrologie, parce que là, ça calme le mental. Parce que si on veut comprendre la peur avec le mental, ben là, on est mal parti parce qu'on sera très fatigué, on ne trouvera pas de solution et on va mm. sombrer. On va Tout sombrer à encore fait. plus. Et la peur Donc, va engendrer la peur et ça va faire boule de et neige exactement, et exactement. c'est pas bon. Alors, L'importance d'apprivoiser nos ok. émotions. Donc, Raphaël dit non, moi, pas du tout. Je parle des gens qui ont peur des changements. Oui, bah, ça dépend. En fait, les peurs, c'est relatif. Ça dépend de la personne. Ça dépend. Oui, généralement, le changement, c'est toujours quelque chose qui fait peur parce qu'on se jette dans l'inconnu. Mais quand on fait un changement avec cette sérénité qu'Émilie a vécue, là, on est dans la joie, on n'est pas dans la peur. Donc, si on fait un changement dans la peur, c'est peut-être pas le bon changement qu'on doit faire. Mais si on fait un changement dans la sérénité, la paix intérieure, c'est que c'est bon. Même si le changement paraît de l'extérieur quelque chose d'énorme. Comme tu viens de le dire, Émilie, comme tes parents, par exemple, ils ne comprennent pas comment tu as pu faire un changement aussi radical. Mais pour toi, tellement ça te parlait, tellement tu étais aligné avec ça, ça coulait de source, c'était quelque chose de presque spontané, presque naturel. Donc, alors, Raphaël dit toujours, j'ai eu le courage de changer ma carrière maintes fois, je suis aventurière. Oui, super. L'essentiel, c'est que on soit fidèle à soi-même. Alors, moi, je pense que, bon, si j'ai à résumer un peu tout ce que tu viens de dire, Émilie, et je pense, je pourrais pas tout résumer, mais je veux dire, il y a une clé qui sort de tout ça, je pense, c'est que tu étais attentive aux signes. Et là, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vivent les épreuves comme étant, c'est comme une punition. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Euh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Dans le déni, je n'accepte pas. Donc, ce qui m'arrive, c'est trop douloureux pour que j'accepte ça. Bonsoir, Samson. Donc, généralement, les gens qui vivent des épreuves difficiles sont dans le déni, la colère,
dans le pourquoi. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, etc., etc. Mais quand on change de lunettes, quand on porte un autre regard sur les épreuves, quand on se dit que cette épreuve, elle est porteuse de messages pour moi, pour mon évolution, ça change complètement la donne, ça change complètement la suite de l'histoire. Et tu étais complètement dedans. Tu étais vraiment attentive. Et peut-être, comme tu as dit tout à l'heure, le repos forcé t'a obligé à être à l'écoute. Parce que peut-être si tu avais eu une épreuve moins difficile à vivre, peut-être que tu aurais repris rapidement le train-train quotidien. Tout à fait. Et tu n'aurais pas eu le temps de voir ces signes et ces messages. Donc, et là, moi, j'invite vraiment les gens. Ça fait quelque temps, moi, je vis ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a plein de messages qu'on reçoit. Tous les jours, on reçoit des messages. Tous les jours. Mais la majorité des gens ne les voient pas. Les messages peuvent être un mot que tu entends à la radio, à la télé, une rencontre, un visage que tu vois. Le message peut être même des fois, ça m'arrive de recevoir des messages dans des panneaux publicitaires ou un mot qui fait résonance en moi, mais qui n'a rien à voir. C'est-à-dire ça peut être une publicité sur une nourriture quelconque, et puis dans ce spot, je vois un mot qui n'a rien à voir avec la nourriture, tu vois. C'est-à-dire, oui, ça m'arrive. Donc, Tout à des fait. messages comme ça, il y en a partout, tous les jours. Partout. Mais si on est connecté au mental, si on est trop dans le mental, on voit rien. On voit pas ces Tout à messages-là. fait. On est dans nos peurs, on est dans la course, l'avenir, la programmation, le non lâcher prise. Donc on est dans la maîtrise, le contrôle. Et là, on s'enfonce et on voit plus rien. On voit pas ces messages-là. D'où l'importance de prendre du temps rien que pour soi, mais chaque jour. Ouais. Voilà, si j'avais un conseil à donner, en premier lieu, ça serait celui-là, ça serait cette clé-là, de s'accorder. Moi, c'est ce que je fais hein, depuis le décès d'Olivier. Je m'accorde tous les jours une pause d'1 heure rien que pour moi. Super. Voilà. Donc ça peut être dans le silence, ça peut être 1 heure de méditation, ça peut être 1 heure de marche avec mon mari, mais on ne se parle pas. Après, chacun peut trouver tu vois, son temps à lui pour se détendre, pour se reconnecter à son être, pour se recentrer, pour se ressourcer. Ça peut être aussi pour des gens l'écriture. Moi, j'ai trouvé aussi beaucoup de similitudes avec la méditation dans la peinture. Je me suis mise à barbouiller des tableaux, etc. Mais ce temps-là de création, c'est vraiment là, à ton pinceau, à ce que tu es en train de peindre. Ton mental, il est plus éparpillé de partout. Exactement. Ça peut être cuisiner aussi. Oui. Tu vois, tout simplement. Mais être attentif à ce que tu fais à ce moment-là. Ça peut être tricoter, ça peut être coudre, ça peut être écrire, mais s'accorder une pause. Et ça peut paraître égoïste de dire je me prends 1 heure, 1 heure et demie. Mais non. Ça s'appelle l'estime de soi. C'est pas de l'égoïsme. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un mari hyper compréhensif, super gentil. Voilà. Donc, pour lui, oui, j'ai besoin d'1 heure, 1 heure et demie. Il le sait. Ça pose pas de souci. Mais c'est ce temps-là qui te permet donc, et le faire chaque jour. Parce que c'est un exercice quotidien. Et c'est ce qui te permet, une fois que tu cultives ce rituel-là, d'être beaucoup plus attentive. L'autre jour, j'ai fait des photos des yeux sur les arbres, tu sais. C'est des nœuds, des blessures, des cicatrices, tu sais, mais ça forme des yeux. Et ma filleule, la plus grande, la fille d'Olivier, elle me dit « Oui, ma reine, toi, comment ça se fait? Tu vois des yeux sur les arbres et moi, j'en vois jamais. » Oui. Mais j'ai dit « Tu sais, j'ai dit avant, je les voyais pas. » J'ai dit avant, je les voyais pas, les yeux sur les arbres. J'ai dit avant que papa il décède, je les voyais pas, les yeux sur les arbres.
Il m'a dit de me mettre à la méditation, tout ça, de prendre du temps pour moi. J'ai tout bien écouté ses consignes. Et puis j'ai dit, tu vois, c'est parce que quand je me balade en forêt, je suis pas là en train de penser à ma liste de courses, à ce que je dois faire demain. Tu vois, je suis ni dans le passé, ni dans le futur. Je suis là et puis bah, du coup, je vois ce qu'il y a autour de moi. Voilà. Et j'ai dit, si tu pars te balader et que tu regardes pas le bout de tes chaussures et que tu n'es pas prise dans ta tête, avec un hamster qui tourne en boucle, tu en verras des yeux dans les arbres. Et le week-end suivant, elle m'envoyait des photos et elle avait vu les yeux. Oui, c'était rigolo. C'est génial. Ben, super, Émilie. Ben, Voilà. Ouais, c'est ça, hein, finalement, le secret, la clé, la grande clé, finalement, c'est de se déconnecter du mental. Donc, prendre le temps de se déconnecter du mental. Et là, il y a mille et une façons de le faire. Et c'est là où tu as des. Il y a mille et une façons de le faire, comme tu dis, et c'est là où les messages de ton cœur, de ton âme arrivent. Et c'est là où tu prends les décisions les plus justes. Je voudrais rebondir. Ouais, je voudrais rebondir sur un truc que tu viens de dire, c'est de se consacrer donc 1 heure ou 1 heure et demie de temps. Moi, je veux dire quelque chose. Toi, tu as la chance maintenant et la capacité de le faire d'une manière avec aisance. Moi, je raisonne toujours par rapport aux femmes qui viennent me voir, tu vois. Donc, les femmes qui viennent me voir sont des femmes qui sont très dévouées à leur famille, à leur mari, à leurs enfants, au travail, etc. Et qui font passer tout le monde avant soi. Donc, quand je leur dis de prendre 1 heure ou 1 heure et demie par jour, elles ne le feront jamais. Parce que c'est trop, c'est de rien à tout. Là, elle ne peut pas passer. C'est pas du tout rien, là. C'est vraiment le contraire. Donc, elle ne peut pas passer elle n'a pas le temps pour elle du tout, à 1 heure et demie même de rester toute seule, tu vois, à ne rien faire. Elle ne peut pas. Et elle abandonne rapidement. Donc, moi, je conseille toujours de commencer petit. C'est pas grave, si tu prends 5 minutes ou 10 minutes par jour, tu peux te mettre une musique, ta musique préférée, et tu te dis, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour, juste pour moi, tout simplement. Comme je le fais, comme je pense à mes enfants, comme je pense à mon mari pour leur faire plaisir, ben ça, je le fais pour moi. Et ça commence comme ça. C'est-à-dire, parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre les petits gestes et les grands gestes. Il ne fait pas la différence entre 5 minutes et 1 heure et demie ou 2 heures. Donc, c'est un entraînement finalement. Quand on commence comme ça, et ben après, on a le temps. Après, on crée le temps de s'occuper de soi, de rester avec soi, de se reconnecter avec soi. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, demander à quelqu'un qui ne s'occupe pas de lui, qui ne se consacre pas du tout du temps, de prendre 1 heure ou 1 heure et demie, c'est vraiment une mission, on va dire, j'aime pas dire impossible, mais je dirais très difficile. Non, bien sûr qu'il faut commencer petit. Le conseil principal, c'est de prendre un temps pour soi. Voilà, après, comme tu dis, que ça soit 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, petit à petit, moi, je ne me suis pas mise à méditer du jour au lendemain pendant 1 heure et demie. Il faut le préciser parce que, oui. Je sais que les personnes qui sont présentes, ils vont dire, ah ouais, elle a le temps, elle a un mari compréhensif, ça, on l'a pas toutes, tu vois. Oui. Et puis bon, j'ai pas d'enfants non plus. Aussi, et je travaille, voilà, donc bon, et je travaille de 6h à 14h, j'ai donc mes après-midi disponibles. Donc c'est vrai que j'ai des conditions particulières. Je suis privilégiée dans ce sens-là. Mais évidemment, commencer petit et même commencer petit et pouvoir continuer aussi petit. Je veux dire, si ce n'est que 10 minutes, un quart d'heure chaque jour et qu'on ne peut pas faire plus, bien évidemment, le faire. Alors moi, je vais partager avec vous mon astuce pour passer du temps avec moi, même si je suis débordée. Moi, je suis maman de 3 garçons, donc 19 ans, 12 ans et demi et 5 ans et demi. Et avec mon travail, je m'occupe des gens. Donc, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps pour soi. Mais j'ai commencé petit et ça m'a beaucoup aidé. Au fait, nous, dans notre religion, on a, je ne sais pas si tu le sais, Émilie, nos prières, on les fait tous les jours, 5 fois par jour. Oui. Tu le sais? Oui. Donc, nous, on fait 5 fois par jour une petite prière de 5 à 10 minutes, tu vois? Donc, moi, j'en ai profité, au fait, pour les vivre pleinement. Parce que les prières, finalement, c'est quoi?
c'est aussi se centrer sur soi, se connecter à Dieu. Et quand on se connecte à Dieu, c'est l'essence divine, c'est-à-dire la pureté, le calme. Et là, le mental, il n'est plus là. On est dans cet espace où tout est possible, où on croit à un Dieu puissant et on va parler avec lui, on va lui demander des choses, on va se plaindre, on va vider son sac. Donc, et là, quand on fait les 5 prières, parce que c'est quand même 5 occasions pendant une journée, c'est quand même assez important. Donc là, quand on le fait avec pleine conscience, pas juste des mouvements voilà, je suis en train de faire ma prière, c'est pas ça, mais le plus important, c'est d'être vraiment, oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. Donc, ils font juste pour faire le rituel, c'est tout. Donc, le faire en pleine conscience, c'est une méditation finalement, c'est une forme de méditation. Donc, quand on le fait avec cette façon-là, je peux vous dire que moi, j'ai vu des miracles défiler dans ma vie. Je vous assure, j'ai vu des miracles. Parce que quand on se donne 5 fois l'occasion de se reconnecter avec la force divine, avec Dieu, avec soi-même, avec se déconnecter de tout ce qu'il y a autour, plus rien n'a de l'importance, plus rien n'a, il n'y a plus d'urgence, il n'y a rien. Pendant ce petit laps de temps, on se coupe, ben c'est ça la méditation. C'est ça la pleine conscience. On peut l'appeler ce qu'on veut, mais les formes sont différentes. Mais l'essence est le même. C'est-à-dire, on est vraiment dans la reconnexion à soi-même, à son être divin, on va dire. Et là, là, on a des réponses. Là, on n'a plus peur de quoi que ce soit. Non, on voit le chemin qui est guidé par nos anges. On voit plein de choses dans notre vie.